Entrepreneur passionné des questions d'identité numérique et spécialiste en développement web et mobile, la Sénégalaise Adji Anta Dabo est l'invitée d'e-tech ce dimanche sur e-radio. La modernisation de l'état civil pourrait-elle aider à en faciliter l'accès au Sénégal? Quel impact du projet Sama Keïtou Ndjoudou, déjà primé dans les écoles et auprès des parents? Le métier de développeur tient-il toutes ses promesses? Quelle place des femmes dans les TIC sous nos cieux? La développeuse au groupe Atos va aussi aborder d'autres sujets ce dimanche 22 mai 2022 après les éditions de 7h et 12h. e-tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous de e-tech qui reçoit ce 22 mai 2022 une Sénégalaise, Adji Anta Dabo. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes d'autant plus ravis de vous avoir comme invité ce dimanche que on va parler numérique, bien entendu. On reviendra sur la place des femmes au Sénégal, dans le numérique au Sénégal, mais aussi à l'échelle africaine. Très rapidement, au-delà de ce qu'a dit la bande-annonce, on rappellera que vous êtes bien entendu une femme engagée dans le numérique, notamment à travers Digital Nissa. La première question pourrait peut-être porter sur cette structure ou ce concept. Ça veut dire quoi exactement? Alors, bonjour Ousmane, bonjour aussi à tous les auditeurs et auditrices de e-radio. C'est un plaisir aujourd'hui d'être là dans l'émission Tech. Digital Nissa, c'est quoi? Donc, digital, je pense, c'est pour faire allusion au numérique. Nissa, c'est un terme qui signifie femme en arabe. Donc, aujourd'hui, c'est une start-up qu'on a co-créée avec 6 autres jeunes femmes lors de notre suite à notre sortie de formation Sonatel Academy. Donc, c'est une start-up féminine qui évolue dans le domaine de l'ingénierie logicielle, qui offre des services dans le digital et qui est porteuse de projets à impact social. Mais c'était important de spécifier ça comme ça, autrement dit, de mettre l'accent sur le fait que c'est une start-up au féminin, sachant déjà que le mot start-up est au féminin. Voilà, c'est une chose qui nous ravit déjà de comprendre que la start-up est purement féminine, qui rejoint le terme start-up qui est au féminin. Et c'est une chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans l'écosystème des startups. On n'a pas un grand nombre de startups au féminin. Et nous, Digital Nissa, on est là et on compte marquer nos empreintes. Et je pense qu'on est sur ce chemin-là. Et vous pensez que c'est très vendeur de mettre en avant l'aspect féminin un peu de la startup? Bon, jusque-là, je pense que c'est une chose qui nous réussit très bien. Et notre objectif premier, c'est d'être des icônes et de porter fièrement la voix des femmes dans le digital quand même, et de montrer que derrière ces femmes-là, il y a de l'expertise, il y a de l'engagement. Donc, je pense que tant qu'on est sur la bonne voie et tant qu'on fait des résultats, on n'a pas de crainte à se faire. Oui, et vous dites que ça porte ses fruits comme concept. Vous avez des résultats à partager avec les auditeurs? Oui, exactement. Je pense bien que de par le concept seulement, c'est quelque chose qui fait parler, qui fait couler des salives et qui engage beaucoup d'autres personnes. Alors, Digital Nissa, depuis sa création, comme je l'ai dit tantôt, c'est une start-up purement féminine qu'on a co-créée lors de notre sortie de formation Sonatel Academy Promotion 2. Donc, il y a 6 jeunes femmes déjà qui sont des développeuses web et mobiles à la base avec d'autres compétences avérées dans le digital. Comme moi, je suis ingénieur en réseau et télécommunications. Voilà. Et il y en a d'autres qui ont ce même background et plus même. Donc, après ça, vu les services qu'on offre, que j'ai dit, c'est l'ingénierie logicielle, la création de sites, tout ce qui est marketing digital, du UX et du UI design avec des partenaires. On a aussi voulu créer une ingénierie dans laquelle on développe des projets à impact social. On a développé un premier projet en fin 2019 et en début 2020, on peut dire le projet a porté ses fruits parce que nous avons été lauréats du Jigen Cetic 2020. Le prix Jigen Cetic, c'est un prix qui est organisé par la cellule genre du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, qui récompense les femmes qui évoluent dans les TIC et qui sont porteuses de projets innovants et impactants. Donc, suite à cela aussi, on a fait un bout de sommet. On a été finaliste du Linger Digital Challenge. Oui. Donc, là, on n'a malheureusement pas été lauréat, mais quand même, c'est des expériences qu'on a eues
Et suite à ça aussi, on a été au POESAM, le prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient. On a été lauréate de la 11e édition et suite à ça, on a été choisi à l'international pour représenter le Sénégal. On est sorti finaliste et après, on a bénéficié de pas mal d'opportunités comme une incubation au sein de Bondino. Et bon, depuis 2011 à 2012, on travaille avec des partenaires. On a travaillé avec la DER dans le cadre de financement. Donc là, je pense qu'on peut parler de réussite, on peut parler d'impact, car depuis qu'on a commencé ou bien qu'on a créé la start-up, on ne cesse de progresser dans le digital et de se revendiquer un nom au sein de l'écosystème. En tout cas, bravo à vous. Je rappelle que Adji Anta Dabo est notre invité ce dimanche 22 mai 2022 sur l'antenne d'e-radio dans l'émission e-tech. Elle est spécialisée dans le numérique. On peut avoir très rapidement, disons, un regard sur votre parcours, ce parcours de dame dans le numérique. À quel moment est-ce que vous avez décidé de vous y intéresser et pourquoi? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas comme d'autres personnes qui diront on est passionné du numérique depuis le bas âge et tout. Bon, c'était pas mon cas. Moi, ma passion depuis toute petite, c'était d'être médecin. Je voulais être dans la médecine et tout ce qui va avec la biologie. Bon, je dirais pas malheureusement, parce que là, c'est une chose qui me réussit. Donc, suite à un baccalauréat scientifique, on a été orienté à l'Université virtuelle du Sénégal en mathématiques appliquées à l'informatique. Donc, bon, faisant partie des premières générations de l'Université virtuelle, c'était pas évident. On s'est intéressé quand même à la formation. On a commencé à s'imprégner de l'informatique et de tout ce qui tourne autour de l'informatique. Au bout de 2 ans de chemin, on a trouvé une esquisse de ce que ressemblait l'informatique et quels sont les avantages que les TIC aujourd'hui peuvent nous apporter dans notre carrière, peuvent nous apporter aussi en tant que femmes et dans l'évolution économique du pays en quelque sorte. Donc bon, là, avec cet éveil de conscience-là, on s'est dit qu'on va faire carrière dans le numérique et on est parti faire une formation en réseau et télécommunications. Bon, je pense que c'est ce qui m'a valu un diplôme d'ingénieur en logiciel, en réseau et télécommunications. Et suite à cela, en 2017, on a postulé pour la formation Sonatel Academy. Pour la première promotion, quand on a postulé, on a été recalé. Et ça ne nous a pas découragés. On est revenu la deuxième fois et c'était la bonne. Donc, suite à cette formation accélérée à la Sonatel Academy, on est sorti avec un diplôme de développeur d'applications web et mobile. Et suite à ça, on est parti en entreprise faire des stages et on a fait pas mal de métiers en relation avec le numérique. On a été chef de projet IT, on a fait du testing, on a fait du développement full stack, un peu de tout qui nous permet encore une fois de nous revendiquer comme des actrices du digital. Oui, tout à fait. Maintenant, parlons un peu de l'état civil. Vous vous êtes intéressé depuis longtemps. On rappelle aux auditeurs qu'au Sénégal, l'état civil constitue une grosse problématique avec chaque année, en tout cas globalement, des cas un peu qui font que souvent c'est difficile que les élèves soient admis dans les centres d'examen. Et depuis que vous en parlez, qu'est-ce que ça a pu susciter comme résultat sur le terrain? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'état civil, c'est un combat que nous, au sein de Digital Nissa, on porte. Et on se réclame aussi comme des actrices qui sont sur le terrain et qui font de leur mieux pour éradiquer ce fléau. Parce que par rapport à ce bout de chemin qu'on a fait avec... je rappelle que pour les exploits que je viens de citer précédemment avec le POESAM, le prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient, de même que Jigéen Setik, le prix des femmes dans les TIC, c'est grâce au projet Sama Kayitu Juddu, qui veut dire Mon acte de naissance, qui est une plateforme d'enregistrement des naissances, dont l'objectif est d'enregistrer chaque enfant dès la naissance, afin d'envoyer les données dans l'état civil le plus proche. Et l'objectif aussi toujours, c'est d'impliquer les personnes ressources. Et quand je parle de personnes ressources, je fais allusion aux marraines de quartier, aux prêtres, aux imams, aux relais communautaires, entre autres, les personnes qui s'activent dans le fait dans cette plaidoirie-là de
permettre à chaque enfant qui naisse d'avoir un acte d'état civil à temps. Donc, au début, c'était juste une idée de projet. Pour moi, je dirais, pour soutenir et valider un diplôme de formation Sonatel Academy en tant que développeuse web et mobile. Mais quand on est parti sur le net et quand on est parti sur le terrain, parce que le premier partenaire du moins qu'on est parti voir, c'est l'UNICEF, on a été tiqué et choqué de voir qu'il y a des chiffres extraordinaires qui sont là. On nous parle d'un quart de la population mondiale qui n'a pas d'acte d'état civil. On nous parle de 55% en Afrique subsaharienne et 36% au Sénégal. On s'est dit que ça, c'est un problème auquel nous, on doit s'imprégner d'abord et faire de telle sorte à trouver une solution très innovante pour éradiquer ce fléau. Donc, depuis, on ne cesse de faire des investigations, d'essayer de comprendre le sujet et tout. Et là, on comprend que c'est un problème majeur qu'on doit éradiquer. Donc, depuis qu'on est sur le terrain, le constat est que on peut dire que c'est le problème de l'acte d'état civil qui même bloque l'évolution économique du pays. Parce qu'on a rencontré des enfants, des personnes, je ne dirais pas des enfants, parce que ce sont des adultes, qui sont obligés de quitter l'école tout simplement parce que par manque de papier. On a vu des personnes qui ont vu le numéro de registre vendu. On a vu pas mal de cas sur l'état civil qui aujourd'hui nous interpellent et nous motivent de plus en plus à vouloir mettre en place cette solution dans toute l'étendue du territoire et pour toujours faciliter les choses et permettre d'avoir un acte. Vous en avez dit un mot. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur comment ça marche techniquement la plateforme? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la plateforme, c'est une plateforme qui doit normalement être déployée au niveau des districts sanitaires et tout qui doit être mis aussi à la disposition de ces personnes ressources que j'ai citées précédemment, à savoir les marraines de quartier, les badianou gor, les imams, les prêtres, entre autres. Et cette application, une fois à la disposition de ces personnes-là, ils vont permettre à chaque enfant qui naisse, ils vont enregistrer les coordonnées de l'enfant pour que ces données-là puissent être envoyées au niveau de l'état civil et que le suivi soit fait. Sans oublier que nous, ce qu'on a prévu de plus, c'est de mettre sur le poignet de l'enfant un bracelet d'identification qui permettra de retracer et de géolocaliser la position de l'enfant pour toujours permettre à la municipalité et aux personnes qui s'investissent dans ça de pouvoir retracer la naissance et de faire un suivi adéquat par rapport à ça. Oui, et je pense que ça résume. D'accord, et ça a été accueilli comment une telle initiative? On pourrait peut-être noter d'emblée que le bracelet électronique, peut-être qu'il n'a pas bonne presse parce que quand on en parle souvent, c'est pour parler de privation de liberté. Alors, là c'est pourquoi nous, on n'aime même pas utiliser le terme bracelet électronique parce que ça tique un peu et c'est un peu choquant pour certains. Donc, nous, on parle de bracelet d'identification. Peut-être là, les appellations vont différencier aussi. Oui, mais ça reste un bracelet. Oui, ça reste un bracelet quand même. Alors, nous, par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tout petit peu de réticence au niveau des municipalités. Oui. Parce que je pense que c'est soit ils ont peur de la digitalisation, soit ils ne savent pas comment accueillir ces nouvelles technologies-là. D'où nous, dans notre packaging, ce qu'on prévoit, ce qu'on veut faire avant même le déploiement de la solution, faire une formation des cadres et d'accompagner la municipalité à la digitalisation. Et quand je parle d'accompagner la municipalité à la digitalisation, je fais allusion de la création d'un site web pour montrer, en quelque sorte, le profil de la municipalité et tout ce qui va avec, peut-être d'outils dont on aura besoin pour faciliter la gestion au niveau de la municipalité. Et on a compris aussi qu'il y a certains outils que l'État a déjà développés et qui ne sont pas utilisés au sein de ces municipalités-là. Donc, tout revient aussi à la formation et à la sensibilisation. Il y a des réticences, certes,
du point de vue de la population comme du point de vue des acteurs municipaux. Mais je pense que nous devons plus aujourd'hui d'abord nous attarder sur la sensibilisation et après sur la formation. Même si on a toutes les technologies du monde, si on n'accentue pas les choses sur la sensibilisation et la formation, les choses ne vont pas marcher à la merveille. Oui, tout à fait. Et toujours sur cette problématique, comment comprendre les dizaines de milliards de francs CFA qui ont été dépassés là-dedans pour la digitalisation de l'état civil, alors que les problèmes demeurent, alors que des Sénégalais continuent, par exemple, de quitter un point A vers un point B en faisant peut-être de très nombreux kilomètres. Est-ce que cela peut se comprendre aujourd'hui en 2022? Bon, je pense que c'est pas compréhensible. Et en quelque sorte, nous, avec cette 21e siècle qui est un monde très digitalisé, on ne peut pas comprendre un pays comme le Sénégal avec toutes les ressources qu'il y a. Il y a des experts, des personnes qui sont très fortes dans le domaine d'activité. Quand je parle de le domaine d'activité, je fais allusion au TIC, qu'on attend encore. Pour moi, j'ai rien contre ces solutions. Je peux le considérer comme le fait qu'actuellement, il y a des laboratoires conçus entre guillemets. Quand je parle de laboratoire, je parle d'un espace de brainstorming pour essayer de trouver des solutions qui vont éradiquer complètement ce problème-là. Mais moi, je me dis qu'il va falloir faire des petits pilotes, des tests. Et quand je parle de tests, de faire allusion à notre projet, par exemple, au projet Samukoy Tudjudou, parce que c'est ce qui permet de comprendre la population. Il faut pas qu'on oublie que nous, en tant que je vais parler en tant que moi, en tant que développeuse. Si je réalise une application, une solution, c'est pas pour moi, c'est pour la population. Donc, on ne peut pas rester dans nos locaux. Je prends toujours allusion à nous, à Digital Nissa, et prétendre régler des solutions pour des personnes qui vivent à Fongolémi, sans même pour autant s'imprégner de la réaction. C'est ce qui fait que tout à l'heure, je vous ai parlé d'applications qui sont déjà déployées au sein de ces municipalités et qui ne sont pas utilisées. Je suis partie au niveau de la municipalité de Guidé-Thiaroye-Kao. La personne qui est au niveau de la municipalité me montre une application bien faite, mais qui n'est pas utilisée. Donc, je pense que aujourd'hui, on doit mettre des pilotes, des petites applications, des choses qui peuvent être utilisées très rapidement et qui peut éradiquer le problème. Et au fur et à mesure, on peut partir sur des choses macro. Mais encore une fois, on ne peut pas attendre que tout ça se réalise pour qu'on... Peut-être, qu'est-ce qui nous dit que si cette solution est déployée, de une, ça sera adapté à la population, de deux, ça va régler notre problème. Rien ne nous le garantit, désolé. Oui, par rapport à ça, on parlait bien sûr des très nombreux milliards qui ont été injectés dans la modernisation de l'état civil au Sénégal. Donc, vous pensez que c'est un problème de méthodologie, qu'on doit bien s'y prendre, partir sur des pilotes et aboutir, disons, à une phase plus globale. Mais les pilotes, on y est déjà, c'est même dépassé. Moi, je suis convaincue d'abord et je ne pense pas qu'on a dépassé les pilotes. Parce que moi, je reviens à l'exemple, bon, ou bien à une anecdote. Au début, quand je soutenais ma mémoire pour valider mon diplôme de développement web, j'avais déjà développé l'application de Samukoy Tudjudou. Et c'était fonctionnel, c'était même déployé sur mon serveur cloud de la Sonatel. Mais quand on est descendu, parce que c'est après notre certification qu'on a eu du temps pour être sur le terrain, pour essayer de comprendre. Et quand on était sur le terrain, on a compris carrément que ce qu'on avait développé, ça n'avait rien à voir avec les besoins de la population. Et là, nous, on était obligés de réadapter l'ergonomie de notre solution par rapport aux réalités. Donc, je me dis, les pilotes,
si on a déjà fait des pilotes, oui. Dans ce cas, il va falloir continuer à les faire en attendant que la solution macro soit déployée. Et aussi, on ne peut pas être dans l'attente de cette solution si on peut trouver des alternatives. Je pense qu'aujourd'hui, digitaliser une municipalité et lui outiller d'applications lui facilitant la gestion, ça n'a rien à voir. Je donne un exemple par rapport. Oui. Aujourd'hui, pour une personne qui a besoin d'un acte d'état civil, pour un Adji Anta Dabo qui naisse à Bakel ou bien à Kédougou, doit se déplacer pour obtenir son acte. Je ne parle pas de la dématérialisation pour le moment, mais je pense qu'avec ça, on doit mettre une application au niveau de la municipalité qui permettra à moi qui est à Dakar, sans même me déplacer, de recevoir mon acte. Ou bien même de faire des réservations au niveau de ces municipalités-là, soit pour célébrer des mariages, entre autres. En tout cas, pour éviter la queue et cette perte de temps-là qu'on note. Moi, si je pars à Rufisque pour faire un acte d'état civil, je perds une journée de travail. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on peut régler sans pour autant attendre la solution macro toujours. Oui, et par rapport à ça, donc, on a compris un peu vos pistes, hein, Adji Anta Dabo, notre invité ce dimanche sur iRadio. Il y a beaucoup de milliards. On doit revoir un peu la méthodologie, donc, en revenir au pilote parce que, selon vous, c'est important, mais en même temps, c'est tout de même incompréhensible qu'avec tous ces moyens, avec toutes les startups que nous avons au Sénégal, dont vous, qu'on en soit encore là à parler de pilotes. Et là, je viens à ça aussi. Je pense qu'aujourd'hui aussi, on doit donner l'opportunité à ces jeunes-là. On parle de projet Samoukoy Toudjoudou. Et j'en connais N personnes qui ont réfléchi à ce sujet-là. Et je pense que ne serait-ce si aujourd'hui on réunissait ces startups autour de l'essentiel, ils sont capables de produire quelque chose d'extraordinaire. Donc, pourquoi tout le temps aller hors des frontières pour trouver ces ressources-là, alors qu'on peut l'avoir au sein de notre pays? Je pense que c'est une chose qui est décourageant et c'est une chose aussi qui n'encourage pas les jeunes start-upers qui, à leur début, n'ont même pas beaucoup d'argent pour progresser. Et malgré ces personnes-là font de leur mieux pour trouver des solutions, pour éradiquer des fléaux, parce que quoi qu'on dise, ce sont des personnes qui sont victimes, ce sont des personnes qui vivent ces réalités-là. Et je pense que ce sont ces personnes qui vivent ces réalités-là qui sont mieux placés pour répondre à l'attente et pour éradiquer ce fléau-là. Donc, je fais aussi un appel. Oui. Bon, je disais que je fais un appel au niveau de l'État et des structures étatiques de plus favoriser ces jeunes-là. Ils sont là, ils sont très compétents, ils ont l'envie d'innover et de faire des choses pour leur pays. Alors, de grâce, essayons de donner un coup de pouce pour leur permettre d'exceller et de faire des merveilles, encore une fois, pour leur pays. Adji Anta Dabo, notre invité ce dimanche sur iRadio. On marque une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières infos de ce jour et l'on se retrouve juste après. E-Tech, Ousmane Gueye sur iRadio. La Sénégalaise Adji Anta Dabo est notre invitée ce dimanche sur iRadio. Pendant 25 minutes pour la première partie, elle nous a dit toute la passion qu'elle a, bien entendu, qu'elle éprouve quand on parle de la question de l'état civil au Sénégal. Adji Anta Dabo, avec son équipe, travaille à la digitalisation de la question depuis quelques temps au Sénégal. Lauréate, ou en tous les cas, elle s'est distinguée dans plusieurs compétitions, des prix et donc des prix assez importants qui font aujourd'hui que
la Sénégalaise est respectée dans l'écosystème. Lauréate du POESAM, le concours Prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient, POESAM, édition 2021, lauréate du hackathon d'Igen Citic avec le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Avec le projet, on en a parlé dans la première partie, Sama Keïtou Ndjoudou, qui est une plateforme d'enregistrement des naissances, finaliste, et nous l'a dit également, Linger Digital Challenge du groupe Sonatel Orange. Aujourd'hui, elle est notre invitée ce dimanche 22 mai 2022 sur e-radio pour vous parler également. Adi Anta, on reparle de l'état civil très rapidement. J'ai compris en fin de première partie que vous faisiez allusion à l'expérience, à l'expertise étrangère. C'est un problème aujourd'hui que d'autres gens, d'autres experts viennent s'intéresser à notre état civil, vendre un peu leur expertise quand on parle d'état civil au Sénégal. Ça vous gênerait? Bon, carrément. Ça nous gênerait dans la mesure où on sait que il y a ce potentiel-là. Je n'ai rien contre ça si on n'en a pas d'experts capables de répondre à l'attente. Mais je pense bien, ayant côtoyé cet écosystème digital, on voit pas mal de jeunes et même pas jeunes, peut-être des personnes plus expérimentées qui peuvent bel et bien répondre aux attentes. Donc pour moi, je trouve que c'est un peu déplorable quand même. Oui, et c'est quoi? C'est un manque de compréhension des enjeux. Selon vous, c'est de l'inconscience. Ça relève de quoi? Bon, moi, je dirais juste que c'est de la routine en quelque sorte. On en a l'habitude d'aller chercher cette expertise ailleurs. Mais est-ce qu'on a eu le temps ou bien la chance même, je dirais, de tester cette expertise locale-là pour savoir est-ce que quand même il y a ces ressources avant d'aller ailleurs. Donc là, moi, je pense qu'il n'y a aucune excuse dans la mesure où on peut toujours venir puiser de nos ressources. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est plus bénéfique parce que la personne qui vit ces souffrances, qui est en face de ces réalités-là, est mieux placée à répondre à ces attentes parce qu'il se dira régler ce problème, c'est régler mon problème, c'est régler le problème de milliers de Sénégalais, de ma famille, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire selon moi. Oui, et plus globalement, parce que quand on parle de cette question, on l'aborde souvent non seulement sur le volet souveraineté numérique, mais également sur la part un peu de nos startups concernant les marchés de l'État. Aujourd'hui, vous pensez que l'expertise est suffisamment au rendez-vous pour que l'État mise aussi sur ces locaux? Pour les startups qui évoluent actuellement au Sénégal. Oui, mais je pense qu'on peut même pas accentuer ce débat-là, on peut même pas situer ce débat-là dans la mesure est-ce qu'on a testé ça? Parce que pour dire que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, il y a des failles, etc. Il faut tester la solution. Est-ce qu'on a pris la peine de confier des marchés aux start-upers sénégalais et voir l'évolution? Et je pense que c'est comme ça qu'on peut trouver des issues et c'est comme ça aussi que du point de vue de l'État, ils peuvent se dire, bon, au Sénégal, on n'en est pas capable. Donc, on part chercher ailleurs. Mais je me dis, tant qu'on n'a pas encore donné la chance à ces jeunes de s'exprimer, de montrer leur expertise, on n'a pas d'excuses. Bon, moi, c'est comme ça que je le conçois. Oui, et dans l'écosystème, notamment chez les startups, c'est quoi les attentes particulières concernant les marchés de l'État et plus globalement concernant un peu les faveurs qu'on pourrait accorder à nos acteurs locaux? Le Sénégal a mis en place sa Startup Act, sa loi de promotion des startups. Vous pensez que ça pourrait être d'un apport considérable? Moi, je pense que ça, c'est un très bon début parce que ça permet un tout petit peu de légaliser les startups parce que quoi qu'on dise, on parlait juste du terme, mais l'aspect juridique et tout n'était pas trop au rendez-vous. Donc, je pense que ça, c'est un début. Et c'est une chose à saluer de la part de l'État du Sénégal et des acteurs comme le ministère de l'économie numérique, entre autres. Mais il faut faire plus que ça.
C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut faire des appels d'offres. S'il y a un projet à soumettre, on ne peut pas venir juste dire que, bon, ce projet, je ne dirais pas qu'on parle d'état civil, on dit non, ce projet, on le confie à Digital Nissa. Non, pour ça, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a une certaine rigueur et des choses à démontrer pour mériter de gagner un certain marché. Donc, pour ça, je pense qu'on doit partir sur des appels d'offres et comme ça, on saura avec ce que va présenter ces différentes startups-là, qui pourra éventuellement gagner ce marché-là et qui est en mesure aussi de satisfaire l'attente. C'est aussi simple que ça. Oui, et le plaidoyer est suffisamment fait selon vous au sein de l'écosystème, notamment chez les startups? Le plaidoyer de qui en fait? Le plaidoyer des acteurs sur la problématique que l'on vient d'évoquer. Est-ce que les startups, l'écosystème s'est assez prononcé là-dessus? Bon, je pense qu'en partie oui et d'autre part non, parce que aujourd'hui, on a des startups qui sont vite rassasiées. Donc, ces startups-là, s'ils gagnent ou bien s'ils font un levée de fonds de quelques millions ou bien de milliards, ce sont des jeunes. Et aussi, la maturité n'est pas tout le temps au rendez-vous pour certains. Je dis bien pour certains. Donc, aujourd'hui, il y a ce niveau-là où même nous, start-upers, on doit s'élever. On doit être plus... On doit élever notre vision, en fait. Aujourd'hui, l'objectif serait que tous les marchés que l'État fait au Sénégal, nous, start-upers sénégalais, on doit être légitimes et on doit être capable de revendiquer ces marchés-là. Donc là, moi, je parle plus de l'État. Je parle de nous, start-upers, la position adaptée. Il faut un plaidoyer fort. Il faut qu'on ressente cette envie-là. Il faut aussi qu'on montre cette expertise. Il faut aussi qu'on ait en mesure de démontrer qu'on est capable de faire certaines choses et on est capable aussi de répondre à l'attente. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'on doit plus... cette plaidoirie-là, c'est un peu mou. Donc, il faudra qu'on se prononce plus sur la question. Et parlons à présent maintenant, Adji Anta Dabo, de la place des femmes. Au Sénégal, il y a beaucoup de femmes qu'on offre en modèle. On pense à Rose Dian, sur, si je ne me trompe, l'intelligence artificielle. On pense à d'autres femmes. Globalement, vous êtes d'accord avec le constat que ces dernières années, le Sénégal a vu évoluer et monter beaucoup de grandes dames dans le secteur? Bon, moi, je confirme quand même. Parce que s'il n'y avait pas ces personnes-là, ces icônes-là, moi, personnellement, je ne me serais pas intéressée trop à l'informatique, au digital en général. Je vois des femmes qui montent en compétences. Et non seulement elles montent en compétences, non seulement ces femmes, elles montent en compétences, mais elles montrent l'excellence en fait. Aujourd'hui, on peut comprendre que les femmes qui rentrent dans les TIC ne sont pas passables ni dans la médiocrité. Elles y rentrent et elles deviennent excellentes. Donc, moi, je me dis que il y a un essor qui est en train d'être fait par ces femmes et c'est des choses à saluer. Ça nous donne le courage à nous, jeunes dames. Ça donne aussi, et c'est à nous de donner assez de courage à ces jeunes femmes qui vont venir. Et je pense que c'est ainsi que la chose va se dérouler et qu'on va inciter plus de femmes à s'intégrer dans le digital. Est-ce que ça reste toujours un défi, la présence des femmes dans le numérique, surtout à des postes stratégiques? Selon vous, ça reste un défi ou c'est déjà acquis, que c'est devenu presque banal? Non, là, on ne peut pas se permettre de se glorifier ou de dire que c'est acquis. Pas du tout. Il nous reste un bout de chemin à faire. Mais je pense qu'à force de s'y mettre, on finit par y arriver. Et d'ailleurs, c'est nous, notre vision au sein de Digital Nissa. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous, on a créé Digital Nissa et l'aspiration qu'on a, c'est d'être des icônes. Et je pense que c'est à travers... On n'a pas le temps, ou bien c'est pas d'aller voir une jeune femme lui dire non, il faut s'intéresser à l'informatique, c'est bien, c'est un métier d'avenir. Non. Moi, ma conception, ou bien la conception au sein de Digital Nissa, c'est que Adji Anta Dabo doit exceller.
Ali Anta Dabo doit être une icône, doit être excellent et pousser ces jeunes femmes-là à vouloir s'intéresser. Et moi, j'obtiens satisfaction dans la mesure où je suis contactée par des jeunes femmes qui, aujourd'hui, dès l'obtention de leur baccalauréat, elles me disent dis-moi que, bon, on veut faire informatique, il faut que tu nous orientes. Récemment, j'ai reçu l'appel de 2 jeunes femmes que je ne connais même pas qui me disent, j'ai pas mon bac, mais je veux faire du digital. Donc ça, c'est un satisfait, c'est quelque chose qui nous permet de nous dire on est sur la bonne voie et qu'on finira bel et bien par avoir une satisfaction sur l'accession ou l'essor des femmes dans le digital. Et à côté de ce sujet, il y a un autre qu'on évoque presque toujours parallèlement, c'est l'intégration des filles. Les filles qui doivent en tout cas appeler à s'intéresser davantage aux filières scientifiques. Là aussi, on peut parler d'avancée en termes de plaidoyer. Ça aussi, je pense que c'est 2 choses qui se lient en fait. Parce que c'est le fait que la jeune femme est dans une filière scientifique qui, après le baccalauréat, le pousse à vouloir continuer dans cette lancée-là. Mais quand même, en cours de route, on récupère d'autres femmes. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une cohorte aqueuse où la Sonatel Academy a pris des jeunes femmes qui sont déscolarisées, qui avaient abandonné l'école et qui n'avaient pas de l'espoir même de trouver un métier. Ils les ont formés, et même ces jeunes femmes actuellement sont en stage. D'autres ont leur propre business. Donc, c'est faire du recyclage en fait. Parce qu'on croyait que c'était peine perdue pour ces femmes-là. L'autre chose est que aussi, on a des femmes littéraires, on l'a vu récemment, dans notre cohorte même, des femmes qui viennent des séries littéraires, qui ont fini par aimer le digital et aujourd'hui, elles sont dans le digital. Donc, je peux dire que c'est un début de faire les matières scientifiques et on fera aussi de notre mieux parce que tout le temps, nous, en tant que on est dans cette plaidoirie-là, on est dans des mouvances et des mouvements qui nous permettent de faire des sensibilisations pour les jeunes femmes. Bon, je pense que c'est juste, nous, on doit être devant, être ces modèles-là qui permettront d'aspirer les autres. Et je ne vois pas de régression, mais il y a des progressions qui sont en train d'être faites. Et de plus en plus, on voit des écoles à formation, des écoles de formation, à cycle court. Vous avez parlé de Sonatel Academy, Simplon, Audacy, entre autres. C'est important que aujourd'hui, on met l'accent sur le court terme aussi, selon vous, dans le numérique, pour donner peut-être leur chance à nombre de jeunes et de femmes? Bon, je pense que je suis mieux placée pour répondre à cette question dans la mesure où j'ai eu à fréquenter 2 écoles. Bon, ça, c'est l'école avec les réalités pour une formation à long terme et la Sonatel Academy qui nous a octroyé une formation à court terme. Donc là, ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, j'ai trouvé plus de bénéfices en la Sonatel Academy que lors de mes 5 années de formation. Donc, il est le temps actuellement qu'on revoie le système éducatif. Et quand je dis, je ne bannis pas le fait que ces formations à long terme ne sont pas bénéfiques. Non, mais je pense qu'il y a un souci. Et le souci, c'est quoi? C'est que dans ces cursus-là, à long terme, ce qui manque, c'est en fait la pratique. On ne pratique pas. Et c'est ce manque de pratique qui fait que on peut rester bon nombre d'années au sein de ces écoles-là, mais on n'y arrive pas dans la mesure où on n'a pas toutes les compétences nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc, soit la formation, on le réduit et on fait l'essentiel et on accentue les choses sur la pratique. Et je pense que c'est ce que Sonatel Academy a réussi, c'est ce que Simplon a réussi et c'est ce que Audacy est en train de faire actuellement. Et on voit que les jeunes qui y sortent sont excellent. On n'a vu rien aux ingénieurs. Et qu'est-ce qu'il faudrait attendre des entreprises? Parce que ces écoles, pour la plupart, le modèle, on comprend. Il y a un pont, en fait, entre la théorie et la pratique, entre le milieu, disons, professionnel, les entreprises donc, et les écoles de formation. Comment, aujourd'hui, de plus en plus,
on peut aller vers des modèles comme ceux que je viens de décrire? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont une très grande part de responsabilité de rassurer pour qu'on puisse partir à cette formation à court terme. Mais je pense qu'en ayant fréquenté certaines entreprises comme Atos entre autres, ils ont compris qu'aujourd'hui, quand on amène la personne, il faut le tester techniquement. Et c'est ce qui fait qu'on n'est plus sur quel diplôme tu as, mais qu'est-ce que tu sais faire. Et c'est ce mindset-là, ce mode de fonctionnement, pour moi, les entreprises aussi doivent l'adapter. Parce que c'est pas que un jeune a fait 7 mois de formation, qu'il n'est pas capable de faire du développement. Mais soumet à ces personnes-là qui viennent candidater des tests. C'est comme ce qu'on a fait avec nous au niveau de Atos. Et quand on est venu, on nous a soumis des tests. On était là avec des gens qui ont un profil d'ingénieur et tout. Mais pourtant, nous, on malheureusement, je dirais, je sais pas pour nous vendre encore une fois de plus, mais ce sont des faits. On a réussi sans problème ces tests-là, alors que désolé, mais les ingénieurs avaient du mal à le faire. Tout simplement parce que le mode la méthode d'apprentissage qu'on a utilisé chez nous, ce learning by doing là, nous permet de faire tout ce qu'on veut. Et même si on n'a pas fait certains modules, venant en entreprise, on a ce mindset-là. Dès qu'on nous demande de faire quelque chose, on déploie les moyens nécessaires pour y arriver. Donc, je pense que les entreprises aussi doivent comprendre, collaborer et aider ces jeunes-là et savoir qu'il n'y a pas que le diplôme qui part. Il y a aussi la pratique qui compte. Oui, et quelles sont les formations les plus courues aujourd'hui? Parce que de plus en plus, on parle un peu de nombre de métiers qui ne sont pas encore au rendez-vous parce que la révolution digitale, elle va trop vite. Aujourd'hui, au Sénégal, quels sont les métiers dont on a le plus besoin dans le numérique? Alors, je pense que nous, dans l'écosystème, nous avons compris. Le digital, c'est un concept dans lequel, quand on est dans ce domaine-là, il faut toujours être à jour. Et ces métiers cessent d'évoluer. Comme je te dis, moi, j'étais dans les télécoms. Au bout de quelques années, je comprends que, bon, désolé, mais les télécoms, c'est pas trop ça. Aujourd'hui, la tendance, c'est faire du développement web, c'est faire du big data, c'est les cloud computing. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la tendance est plus orientée vers l'intelligence artificielle, les clouds, entre autres. Donc, mais je pense que ça ne sera pas un problème pour les gens qui sont déjà dans l'écosystème, parce qu'on est capable aussi d'être à jour par rapport à ces technologies-là. Donc, ce que je dirais bien et que j'invite à beaucoup de jeunes à prendre conscience, c'est qu'au niveau du digital, on ne peut pas être obsolète. Il faut juste suivre et être à jour. Aujourd'hui, Adji Anta Dabo peut être télécom. Si elle le veut, elle va vers le développement web. Si elle le souhaite aussi, elle pourra partir vers le testing, vers être un product owner, etc. Donc, juste, il faut suivre la tendance, être à jour. Et actuellement, il y a les intelligences artificielles, il y a le cloud computing, entre autres, qui sont en train de prendre de l'essor. De nombreuses choses ont déjà été faites au Sénégal sur le plan des infrastructures, sur le plan législatif, entre autres. Qu'est-ce qui nous manquerait pour un envol définitif? Peut-être que j'exagère un peu, mais qu'est-ce qui nous manquerait plus sérieusement pour booster davantage les acteurs, les startups notamment, au-delà de la Startup Act? Bon, je vais descendre plus bas. Oui. Je vais descendre à l'université. Moi, je pense que c'est la pratique qui nous manque. Désolé, mais nous, on a été au centre de calcul. On a été à l'université on a fréquenté l'université Cheikh Anta Diop. La pratique n'est pas au rendez-vous. On ne peut pas comprendre qu'en informatique, on apprend des Pascal. On apprend des choses qui sont obsolètes. Je pense qu'au niveau du système éducatif sénégalais, déjà, au niveau des étudiants, on doit faire des mises à jour. Et suite à cela aussi, je pense que nous, au niveau des startups, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on doit s'affirmer et montrer qu'on est capable et qu'on est au même niveau que l'international en général. Mais si on est timide, si on se suffit à ce qu'on a actuellement et tout, ça ne peut pas marcher.
Donc, il faut faire cette plaidoirie-là, revendiquer, parce que quand je dis revendiquer, encore une fois, je ne dis pas descendre sur le terrain, porter des brassards rouges, faire des grèves, entre autres, non. Revendiquer, c'est montrer la pertinence et l'expertise, encore une fois de plus, qui se trouve chez ces startups-là. Et là, l'État, dans ses différentes politiques, comme FONSIS, comme DER, comme ANPEJ, entre autres, accompagne les jeunes. Mais c'est pas juste suffisant. On donne un financement, ok, mais il faut toujours être dans l'accompagnement et le suivi. Et confier à cette start-up-là un boulot qui lui permet de décoller. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre de décoller et de faire des merveilles. Oui, et ce sera ma dernière question à Anta Dabo. Parlant de boulot, parlant de travail, parlons de l'insertion professionnelle justement avec ces géants du numérique qui sont présents au Sénégal. Je pense notamment à Atos que vous connaissez très bien. Quel pourrait être leur rôle justement dans la promotion du numérique et plus spécifiquement maintenant dans l'insertion de ces milliers ou en tout cas de ces centaines de jeunes sortis des écoles de formation en numérique? Bon, comme vous avez dit tout à l'heure, moi, je pense que je pourrais plus parler de Atos. Et je pense qu'avec le programme qu'il vient de déployer, qui est un campus qui reçoit des jeunes et qui viennent d'être formés, Atos permet à ces jeunes déjà de recevoir une formation qualifiée. Parce que quoi qu'on dise, quand on sort des universités, il y a ce manque de professionnalisme-là. Il y a ce manque de skill-là qui n'est pas au rendez-vous chez l'étudiant. Donc, ce que Atos fait, c'est qu'il forme ces jeunes en skill. Il les forme aussi en hard skill et ensuite insère ces jeunes, le positionne ou le propose à des clients. Donc aujourd'hui, je pense que au-delà de cet aspect-là, je ne sais pas à vrai dire ce qui se passe dans d'autres entreprises. Mais tout ce que je peux dire, c'est un modèle qui marche et aussi il faudra qu'on favorise les jeunes et accompagner les jeunes. Surtout, les jeunes sont pétris de talent, mais je pense qu'on manque d'encadrement et d'accompagnement. Et ça, c'est les skills qui manquent. À l'école, malheureusement, on n'a pas l'habitude de recevoir des formations skills. C'est à la fin de l'obtention de tes diplômes que tu pars faire des formations dites développement personnel entre autres. Donc, je pense que l'entreprise doit être dans cette lancée-là, accompagner, ne pas dire que bon, c'est un employé, il vient pour travailler. S'il fait son boulot, ok. S'il ne le fait pas, non. Il faut trouver des dispositifs pour permettre à l'employé de travailler, d'exceller et d'être à l'aise. Et je pense que ce sera valable pour tout l'écosystème. Accompagner ce masse de jeunes-là qui en veulent, qui sont actuellement des fous, désolé du terme, du digital, et qui se sacrifient jour et nuit pour essayer de trouver des solutions et d'exceller dans le domaine. Merci beaucoup Adji Anta Dabo. Merci beaucoup Ousmane. Je rappelle que vous êtes développeuse full stack, n'est-ce pas, à Atos au niveau du Sénégal, cofondatrice / manager de Digital Nissa et aujourd'hui vous travaillez notamment, je dis bien notamment parce que vous êtes sur de nombreux projets, mais sur un projet assez particulier qui s'appelle Sama Keïtou Ndiouddou, assez particulier parce qu'au Sénégal, ça reste une grosse problématique malgré les dizaines de milliards investis dans la modernisation de l'État civil au Sénégal. Merci infiniment encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Merci très chers amis auditeurs pour la fidélité. Excellent dimanche et excellente semaine.